Bonjour à tous. Je suis vraiment content de vous retrouver pour cette vidéo pour vous parler de la dimension écologique d'un projet d'Oasis. C'est vraiment une des particularités de ce genre de projet que d'essayer de fournir à ses habitants des occasions, des conditions pour pouvoir avoir un mode de vie plus écologique. En gros, on peut dire qu'il y a 3 leviers différents qui sont activés pour que l'Oasis facilite ce mode de vie écologique. Il y a en premier la dimension de l'alimentation, car une oasis va chercher une forme de souveraineté alimentaire. Il y a deuxièmement la question des ressources, de la dimension des bâtiments, comment est-ce qu'on va les construire, comment est-ce qu'on va les chauffer, comment est-ce qu'on va gérer l'eau et l'énergie. Et il y a enfin la question du partage, comment est-ce qu'on va mutualiser des espaces, des biens, des services pour arriver à consommer moins. Sur la question d'abord de l'alimentation, je vous encourage vraiment à bien concevoir votre projet dès le départ. Si vous avez bien conçu, vous aurez besoin de moins d'efforts pour produire sur place. Et ça, la permaculture vous le permet. Vous verrez avec Norbert Font dans une prochaine vidéo comment est-ce qu'on peut vraiment utiliser la permaculture pour essayer d'avoir une récolte maximum. Au-delà de ce que vous pouvez produire sur place, donc, directement vous-même, vous pouvez aussi installer sur votre terrain un agriculteur, si vous avez de la place, bien sûr, plus facilement à la campagne. Vous pouvez aussi travailler sur des circuits courts et là vous appuyez sur le tissu associatif local pour créer des liens avec des associations et des producteurs. Enfin, vous pouvez aussi mutualiser des achats, par exemple en achetant en gros des produits en bio et pouvoir ainsi limiter la logistique et les coûts. Sur la dimension du partage des ressources, là je vous renvoie au site de Colibri où il y a de nombreuses initiatives sur comment mutualiser. Et le principal levier pour une oasis, c'est mutualiser des espaces, que ce soit des laveries, des salles de jeux pour enfants, des chambres d'amis. Une étude nous a montré, faite par un promoteur immobilier, tout à fait lambda, que la moitié des Français étaient prêts à partager des espaces avec leurs voisins. Et dans cette vidéo, moi je vais surtout aborder la troisième question, la question des ressources, en particulier la question de l'énergie. Laurent Bouquet, dans une vidéo juste après, vous présenter la question de la gestion de l'eau. Mais moi je me concentrerai sur la question de l'énergie et je vais utiliser pour ça un concept qui s'appelle le bilan carbone. Pourquoi ? Parce qu'il permet d'avoir une vision un peu globale, comparative, de cette question de l'énergie et du changement climatique. Mais d'abord, commençons par qu'est-ce qu'un bilan carbone ? Un bilan carbone complet, c'est arriver à recenser, calculer toutes les émissions de gaz à effet de serre dont nous sommes directement dépendants dans notre mode de vie. Pas seulement ceux que nous avons émis nous-mêmes, dont on est directement responsable, comme notre chauffage, nos factures d'essence pour notre voiture, mais aussi celles qui ont été émises pour notre usage, comme nos aliments qui ont été produits ailleurs mais qui ont nécessité de l'énergie, ou nos biens, par exemple nos ordinateurs qu'on achète, les loisirs dont on profite. Quand nous achetons quelque chose, même si cela n'émet pas d'émissions chez nous, ça peut être nécessiter des émissions ailleurs. Pour prendre un exemple, l'ordinateur. Pour un ordinateur, il faut extraire du silicium dans des mines en Afrique, il faut de l'électricité qui est produite au charbon en Chine, il faut des produits chimiques très polluants, etc. Et si on regarde toute cette chaîne, on se rend vraiment compte de qu'est-ce qui a vraiment un impact. Donc un bilan carbone, c'est prendre tous ces postes, nos kilogrammes de viande consommée, nos kilowattheures d'énergie, etc., et regarder sous un même regard pour pouvoir comparer et savoir comment agir. À titre personnel, vous pouvez aussi faire votre bilan carbone, au-delà d'un bilan carbone pour un projet. Là, il y a un site que je vous montre, que vous pouvez utiliser pour aller faire votre propre bilan carbone personnel et voir où sont vos leviers de changement. Maintenant, pour une oasis, ça veut dire quoi faire un bilan carbone ? Nous avons travaillé avec un cabinet d'études qui s'appelle Carbone 4 en partenariat pour faire cette étude qui n'avait jamais été faite avant. Et déjà, je vous montre juste à côté un graphe où vous avez le bilan carbone moyen d'un Français, avec la question du logement, la question de l'alimentation, la question des transports, la question des biens aussi qui sont achetés et même des services qu'on utilise, que ce soit les loisirs, les sorties au restaurant, ce qu'on appelle services individualisables, ce qu'on a consommé nous-mêmes, ou ce qui est non individualisable, notamment tout ce qui est lié à l'État, les routes, les écoles, etc. Pour faire ce bilan carbone, nous avons choisi 6 lieux, 6 projets en France, qui sont des projets aboutis, pour pouvoir avoir une diversité et pouvoir vraiment comparer le mode de vie en oasis et le mode de vie d'un Français moyen. Nous avons pris donc, le hameau des Buis en Ardèche, Habitère dans la Drôme, Château Partagé en Savoie, l'Arche de Saint-Antoine qui se trouve en Isère, la Maison Autonome en Loire-Atlantique et Écoline qui est dans les Vosges. Donc 6 projets. Nous avons collecté pour chacun de ces projets de nombreuses données auprès des habitants de ces lieux. Qu'est-ce qu'ils mangent ? Comment est-ce qu'ils ont construit leur logement ? Combien est-ce qu'ils consomment d'énergie pour le chauffage, pour l'électricité ? Comment ils se déplacent ? Et toutes ces données, on s'en sert pour faire un bilan carbone. Avant de donner les résultats, je voudrais faire un focus
sur la question de la construction avec l'exemple du hameau des Buis, qui a particulièrement documenté tout ce qu'ils avaient fait pendant leur chantier d'autoconstruction. Le nombre de tonnes de bois, de paille, de ciment, l'origine des matériaux, les 2000 heures d'utilisation d'une mini-pelle, l'énergie utilisée pour le sciage du bois. Toutes ces données, on a pu les collecter. Dans le cadre du hameau des Buis, particulièrement quelque chose d'important, c'est qu'ils ont fait appel à ce qu'on appelle l'architecture de cueillette, c'est-à-dire de prendre des matériaux naturels et locaux pour construire leurs bâtiments. La plupart des matériaux qu'ils ont utilisés sur le site sont en effet des matériaux locaux. Les pierres et la terre ont été récupérées sur place. La paille vient de 20 km. Le bois a été récupéré à 60 km. Et Laurent Bouquet, que vous voyez dans les vidéos, a lui-même choisi sur pied les arbres qu'ils allaient scier. La pouzzonane venait de 50 km. Donc vous voyez que la plupart des choses venaient vraiment de l'environnement immédiat. On a pu ainsi calculer, avec toutes ces données, le bilan carbone de la construction du hameau des Buis. On repasse à la vision plus globale pour comparer un Français moyen et une oasis. On n'a pas juste pris 5 ou 6 habitants qui seraient les plus écolos, les plus militants, qui sont super actifs. On a vraiment pris tous les habitants. C'est-à-dire en tout, c'est plus d'une centaine de personnes d'âges différents, avec des modes de vie assez différents, mais qui vivent en oasis, qu'on a pu comparer avec un Français moyen. Vous avez le résultat sur le graphe suivant. Alors vous voyez, il y a ces deux couleurs qui correspondent à chaque fois un Français moyen et l'habitant d'une oasis. Et on voit déjà une nette différence sur l'aspect bâtiment. Les matériaux écologiques et locaux permettent de réduire beaucoup le bilan carbone de la construction. L'isolation aussi permet de limiter le chauffage. Vous avez le poste aussi, vous voyez clairement la différence. L'alimentation est différente. Là, c'est lié essentiellement à une production locale et biologique, mais aussi le fait que dans ce mode de vie, beaucoup de gens consomment de l'aliment de façon beaucoup plus modérée. Enfin, les transports sont réduits par le covoiturage. Beaucoup cherchent à mutualiser leurs déplacements. Aussi parce que beaucoup travaillent sur place ou cherchent à travailler sur place. Et enfin, le fait qu'on habite en vacances dans une oasis. C'est-à-dire qu'on a beaucoup moins besoin de s'évader les week-ends pour changer d'un environnement qui ne serait pas agréable. Enfin, au niveau des biens, vous avez l'aspect de mutualisation. C'est-à-dire que quand on mutualise, évidemment, on consomme moins. Sur l'aspect des services, il y a moins d'impact, notamment sur les services non individualisables, parce qu'on a repris la moyenne d'un Français pour tout ce qui est organismes publics. Et ça encore, ce serait à réfléchir. Au total, l'habitant d'une oasis utilise 2 fois moins de carbone pour vivre dans un lieu qui est généralement envié par beaucoup. C'est-à-dire qu'on divise par 2 le bilan carbone d'un habitant. C'est insuffisant par rapport à l'objectif pour avoir un monde complètement équitable et durable, mais c'est déjà énorme. Et très peu de gens en France peuvent avoir un bilan carbone aussi bas. Car si ces modes de vie se généraliseraient, par ailleurs, ça faciliterait d'autres leviers qui permettraient au niveau politique, au niveau technologique, de pouvoir encore baisser les émissions des individus. Ce gain, cette division par 2, c'est lié à 3 facteurs. L'éco-construction, comment on a construit, la mutualisation, le fait d'avoir moins de mètres carrés, de partager des laveries, des voitures, etc. Et puis, le fait que c'est un lieu qui incite à un mode de vie plus sobre, ou en tout cas qui est recherché par des gens qui aspirent à un mode de vie plus sobre. Moins de viande, moins d'achats, moins de transport. Ce comparatif, ce serait intéressant de le mettre en regard l'évaluation de la satisfaction de ces personnes. Est-ce qu'elles aiment le lieu dans lequel elles vivent? Et je pense que ça nous montrerait que vivre de façon plus écologique dans ce genre de lieu, c'est sans doute en même temps une façon de trouver un mode de vie qui facilite une recherche de bonheur personnel. Donc on peut vivre avec moins de carbone et moins d'énergie et au contraire dans un cadre de vie qui est plus sympa et qui facilite un épanouissement personnel. Je vous invite vraiment à penser cette question de l'empreinte environnementale globale de votre projet dès la conception. Quelle architecture utiliser, notamment l'architecture de cueillette qui est vraiment à privilégier. Comment est-ce qu'on va produire ces légumes, ces fruits? Comment est-ce qu'on va pouvoir mutualiser quels espaces? Et vous verrez que cette conception dès le départ va beaucoup faciliter derrière le fait que dans votre mode de vie, sans forcément des contraintes, vous allez pouvoir avoir une empreinte écologique beaucoup plus basse.